C'est parti pour Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées qui claquent, qui touchent, qui font du bien, qui donnent des ailes à vos convictions et du punch à vos idées. Anne-Claire Delval au micro, ancienne journaliste, facilitatrice de ces prises de parole engagées. Avec mes invités, nous bousculons, nous stimulons, nous semons des graines d'audace pour que s'épanouisse votre envie de vous exprimer. Parce que oui, votre voix compte. Parce que dire plutôt que taire, c'est s'autoriser à briller et croyez-moi, ça vous va si bien. Une semaine après la publication de mon manifeste, que vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent qui célèbre les 2 années d'Éclat de voix, au vu de l'actualité toujours aussi morose qui déferle entre nos oreilles ou devant nos yeux, plus que jamais, je suis convaincue de l'importance de l'engagement et d'une prise de parole courageuse. Et quand c'est à plusieurs, c'est encore mieux. Alors, toute guillerette que je suis, je vous annonce le 2e partenariat d'Éclat de voix avec un média luxembourgeois. Aujourd'hui, c'est Infogreen, le site d'information quotidien sur les enjeux du développement durable au Luxembourg. Pour être tout à fait transparente et pour rendre à César ce qui lui appartient, ou en l'occurrence plutôt à Césarine, l'impulsion est venue de mon invitée du jour, Florence Bossenmeyer, fondatrice de 1, 2, 3 Nature. Lorsqu'elle m'a contactée pour venir parler d'écolucidité, elle a immédiatement suggéré cette synergie entre Infogreen et Éclat de voix, qui, pensait-elle, et elle avait bien raison, partage beaucoup de valeurs. Comme je n'envisage pas un partenariat sans une forme de co-création, je suis très heureuse d'offrir à Frédéric Liégeois, fondateur et administrateur d'Infogreen, une place de choix, celle de l'apéritif. Parce que, oui, faut bien l'admettre, l'apéritif, c'est quand même un moment sacré quand on reçoit. Celui par lequel tout commence, celui qui ouvre l'appétit, qui tisse les liens, qui chauffe l'ambiance, et qui va donner sa tonalité au reste de la soirée, ou du repas partagé. Je digresse là, je crois, oui. Alors, donc, je disais, j'ai réservé à Frédéric une place de choix pour qu'il nous fasse part de sa vision de l'éco-lucidité, de son rôle aussi comme relais médiatique de la transition et du développement durable au Luxembourg. Ce qui est amusant, c'est que le jour où nous avons enregistré avec Frédéric, il célébrait tout juste la parution du dernier numéro de leur magazine 4x3. Mais alors, ce qui était drôle également, c'est que le précédent, au titre évocateur Les pieds sur terre, était sorti le jour de l'anniversaire de mon fils. Et quelque part, ce numéro nous a accompagnés, entre guillemets, durant toute la préparation de cet épisode. Et donc, les pieds sur terre, la terre, oui, celle qui nous porte, celle qui nous supporte, cette terre-là, ce sol, il va en être justement question avec Florence Bossenmeyer. Alors, cher Frédéric, c'est avec un piètre jeu de mots que je vous tends le micro. The floor is yours. Oui, le sol, le floor, le parterre, quoi. Cette notion d'éco-lucidité me fait vraiment penser à des échanges que j'ai eus avec le mouvement de la transition. Parce que pour moi, l'éco-lucidité me fait surtout penser, on va dire, à de l'éco-optimisme. L'éco-optimisme, pour moi, c'est ce qui va découler justement de l'éco-lucidité et c'est ce qui va nous permettre d'enclencher des mesures et une réflexion peut-être post-croissance. C'est-à-dire que plutôt que de parler de décroissance et de limites planétaires, avec le mouvement de la transition, on avait abordé ce sujet sous forme d'une post-croissance. Donc ça enlève ce côté d'anxiété, de décroissance, et ça donne plutôt un message optimiste et constructif sur un avenir qui nous concerne tous. Donc je suis vraiment porté sur tout ce qui est solution en matière de développement durable et de montrer que chacun a son destin en main et chacun peut emporter avec lui une partie des solutions ou une partie des réponses. Alors justement, parmi la communauté d'Infogreen, qui comporte tout un tas de gens, dont des Mhm. entrepreneurs E, engagés et EES, qui transforment en fait leurs entreprises en levier d'impact, qu'est-ce qui pour vous distingue vraiment un projet qui, on va dire, fait juste sa part, voilà, qui répond aux exigences actuelles, d'un projet qui va vraiment changer la donne? Faire sa part,
finalement, c'est déjà pas si mal. Vous connaissez les principes du colibri, de ce petit oiseau qui vient amener sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie de la jungle. Et ben, c'est un petit peu ça. En fait, faire sa part, c'est déjà pas si mal parce que ça veut dire qu'on sait quelle est notre part, on a analysé notre impact et on cherche des solutions et on applique des solutions pour déjà, on va dire, compenser son impact négatif. Changer la donne, pour moi, c'est un autre braquet. Changer la donne, ça veut dire emporter avec soi, inspirer, motiver ses parties prenantes. Donc, ces parties prenantes, c'est à la fois ses fournisseurs, ses équipes, ses clients, ses contacts et son réseau d'influence pour emmener avec soi l'ensemble de ces parties prenantes vers un nouveau paradigme en faveur des générations futures, certainement, et en tout cas pour amplifier vraiment simplement que de faire uniquement sa part, quoi. Ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus fort. Alors, quel rôle joue Infogreen? Alors, Infogreen, c'est un média que j'ai créé en 2012, qui vient de l'agence que j'ai fondée une année avant, l'agence Picto. C'est quand même bien d'en parler parce qu'on essaye d'être aussi exemplaire en tant qu'agence et en tant qu'entreprise. Mais Infogreen, c'est avant tout un réseau de plus de 200 acteurs ici au Luxembourg, tout profil confondu, aussi bien des jeunes startups que des PME, PMI, des grands groupes, des institutions, des ONG qui ont cet ADN commun et en tout cas ce point commun de vouloir s'engager ensemble autour des thématiques de durabilité. Et donc, pour moi, Infogreen change la donne, ou en tout cas a pour ambition modeste de mettre sa pierre à l'édifice du meilleur scénario pour les générations actuelles et les générations futures. Donc pour moi, c'est ça changer la donne, c'est mettre toute son énergie au service d'un projet de société globale qui est fédérateur et inclusif. Eh ben, c'est merveilleux. Et non, ben, franchement, ça mérite d'être souligné parce que c'est pas tout le monde qui réfléchit de cette façon. Et aujourd'hui, on le sait bien, informer, c'est déjà s'engager parce que communiquer, ben, ça peut à la fois endormir les consciences ou au contraire éveiller, voire réveiller. Alors, quel appel souhaitez-vous lancer à celles et ceux qui écoutent le podcast? Alors, vous connaissez peut-être ou vous l'aurez lu, nous, notre slogan, c'est informer pour agir. Alors, informer pour agir, moi, si je devais laisser un message ou en tout cas lancer un appel à celles et ceux qui écoutent ce podcast, c'est n'attendons pas. Ensemble, on va plus loin. C'est aussi une phrase clé que je reprends très régulièrement dans mes messages. Et il n'y a qu'ensemble qu'on pourra réussir. Bien sûr, certains vont plus loin, plus vite, plus fort que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser de côté les plus petits qui, modestement, essayent avec un projet ou un produit ou un service de s'engager sur les voies de la durabilité. On a tous en nous les possibilités d'agir. Et le grand message que je souhaite passer, c'est oui, il faut agir pour les générations futures, c'est un petit peu ce qu'on entend partout, mais agissons pour les générations présentes. Agissons aujourd'hui. Ancrons-nous dans le présent. Il faut être ancré dans le présent pour, avec nos contemporains, trouver les solutions aujourd'hui qui vont nous permettre d'avancer plus vite ensemble. Voilà. J'adore la proposition de Frédéric, l'éco-optimisme, qui fait écho à celle de Florence de troquer l'éco-anxiété contre l'éco-lucidité. Florence parle vrai, juste et surtout avec nuance, comme Marie-Béatrice Noble, que vous pouvez retrouver dans l'épisode intitulé « Dire ce qui dérange, semer ce qui transforme ». Toutes les deux ont cette rare qualité de la nuance qui ouvre des possibilités vers les actions, des opportunités au lieu de refermer, d'enfermer, de stigmatiser. Prête à ancrer vos pieds sur la terre, y plonger les mains? Mais bah, c'est toujours mieux que dans le cambouis. Allez, on y va! Eh ben, coucou Florence. Salut Anne-Claire. Bah, bienvenue dans Éclat de voix. Alors, tu as créé 1, 2, 3 Nature en 2023 pour accompagner différents publics sur des thématiques de nature, biodiversité, transition écologique. Tu vas nous en parler au cours du podcast. Mais surtout, une chose qui m'a vraiment interpellée, que tu as proposée, que tu as mis sur la table et que j'ai trouvé positivement engageante, c'est de parler davantage d'éco-lucidité plutôt que d'éco-anxiété. Alors, est-ce que tu peux
nous expliquer un peu la différence entre les deux et pourquoi ce terme finalement d'écolucidité te semble peut-être pour l'instant ou maintenant, après avoir fait un petit chemin, j'en sais rien, plus pertinent. Oui, merci pour l'invitation. C'est clair que l'écolucidité, c'est un sujet. On sait tous qu'on a besoin d'avancer. Alors en fait, l'écolucidité, tout simplement, pour moi, je suis pas experte absolue de l'écolucidité, mais c'est finalement cette étape après l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, pour rappel, c'est cette angoisse liée au grand bouleversement climatique, en fait, à un avenir qui s'assombrit, l'absence de perspective. Et finalement, dans l'éco-anxiété, c'est en fait comme un vase ou un entonnoir, peu importe comment vous le percevez, mais c'est un peu un réceptacle de toutes les angoisses de notre époque. Ça peut être la guerre sur le continent européen, les gouvernements qui chutent de manière brutale, l'absence de perspective, de réjouissance, c'est tout un ensemble qui est amplifié vraiment avec cette vision un peu de bouleversement climatique. Et lorsque justement on arrive à s'extraire de l'écolucidité, de l'éco-anxiété, Ah ah. oui, comme quoi, lapsus révélateur, Exactement, c'est ce ça. que j'allais dire. Alors, est-ce que aussi on est définitivement sorti de l'éco-anxiété? Non, il n'y a pas de on y rentre, on y ressort, on peut y faire des allers-retours, mais c'est un peu se dire en fait, bon, est-ce que c'est plié ou pas? On ne le sait pas exactement, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aller mieux soi-même, pour se mettre en action? Alors l'écolucidité, c'est un peu lorsque vous voyez pas très bien, vous procrastinez, et à un moment donné, on vous équipe d'une paire de lunettes, vous voyez mieux d'un coup et c'est formidable. C'est vraiment un peu s'ouvrir le champ des possibles, se dire que voilà, on va pas rester dans la morosité, on a besoin d'avancer en fait. On a besoin aussi d'ouvrir la voie aux autres, à partir du moment où on a compris que on peut pas rester finalement dans l'inaction et même pour faire le parallèle avec le vivant, l'intelligence animale ou peu importe, c'est cette question de bataille pour survivre en fait. Il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pour trouver des alternatives en fait à tout ça? Alors, tu as fait un lapsus révélateur, comme tu disais, et je pense qu'effectivement, les frontières, elles sont poreuses entre les deux, c'est normal, et on a toujours des hauts et des bas. Le vivant fonctionne aussi comme ça, il ne fait pas toujours très beau, n'est-ce pas, comme aujourd'hui. Sinon, ce serait triste, et sinon, peut-être qu'on n'aurait pas l'équilibre qu'on a aujourd'hui. Toi, comment est-ce que tu l'as transformé, ta propre éco-anxiété, en éco-lucidité? Enfin, comment est-ce que tu as senti peut-être le passage de l'un à l'autre sans forcément... Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait plutôt progressivement, puis un jour tu t'es dit, ah, tiens, j'ai changé de perspective? C'est rigolo parce que en allant te rejoindre, j'étais dans la voiture et j'essayais de faire un retour en arrière sur l'éco-anxiété, comment elle est arrivée. Je pense que finalement, elle est arrivée un peu en même temps que la naissance de mes filles, parce que je pense que c'est une grande responsabilité lorsqu'on devient soi-même parent. On se dit, tiens, on va avoir la responsabilité d'un être, et qu'est-ce qu'on prépare comme avenir pour nos enfants, c'est vraiment une réalité. Et je sais que pour ma première fille, les 15 premiers jours où j'étais enceinte, en fait, j'étais pas dans l'euphorie totale. J'étais vraiment dans presque de la sidération de waouh, quelle responsabilité, est-ce que je vais être à la hauteur et comment ça va se passer? Donc c'est un petit peu une touche d'humour, mais pour dire que finalement, c'est vraiment parti d'une colère générale. J'ai eu une vie assez lambda dans les entreprises. Je travaillais auparavant dans le commerce international, dans le digital, avec des horaires de bureau, dans des open space, etc. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de tourner la page de cette histoire en entreprise parce que je me suis rendu compte que j'étais devenue inadaptée au monde de l'entreprise et j'ai eu la chance de pouvoir prendre une disponibilité pour élever mes filles. Et il s'est passé quelque chose ce printemps 2022 où faut rappeler que depuis les années Covid, on est sur des printemps très secs où on manque cruellement d'eau, où il y a des écarts de précipitation assez importants. Et là, je me suis retrouvée en tant que maman à la maison à essayer de replanter des pieds de tomates que j'avais fait pousser dans la terre. Et là, impossible d'ouvrir la terre, mais impossible. Des blocs d'argile. Et là, j'ai vraiment ressenti une colère énorme en me disant, mais mes anciens collègues, ils sont au bureau, ils voient pas ça, ils n'expérimentent pas ça, à part les agriculteurs, les maraîchers, qui actuellement vit la même chose que moi. Et là, je me suis dit, tu peux pas rester avec ta colère toute seule dans ton coin.
J'étais aussi passée par quelques nuits blanches où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, en quoi je vais être utile? Et là, je me suis dit, ben, je vais essayer de regarder qu'est-ce que je peux faire en faveur de la transition écologique. Et je me suis vite rendu compte que je trouvais pas la structure pour m'accueillir, mes idées, mon projet professionnel. Et en fait, j'ai créé mon métier. Voilà, c'est parti de cette colère. Je l'ai transformé en quelque chose. Et comme j'ai la maîtrise par mon métier de ce que je fais, là, je suis vraiment dans cette dynamique d'écolucidité. Ah, merci de partager cette colère transformée parce que souvent on a peur de nos émotions, on voudrait s'en couper dans le monde de l'entreprise comme tu en as parlé, mais même d'une manière générale, il vaut mieux être lisse, toujours joyeux, etc. Et finalement, on se rend compte que parfois, être piqué au vif, une bonne petite colère, ça va mener à quelque chose de créatif, de nouveau. Donc bravo de l'avoir transformé et de ne Merci. pas avoir massacré ton jardin à la place, ce que tu aurais pu faire finalement. Alors, actuellement, tu dis, et je pense que pas mal de gens partagent ça avec toi, avoir conscience que le discours écologique actuel doit être revu. D'après toi, qu'est-ce qui fonctionne pas? Parce que là, tu as mis le doigt sur quelque chose de très pertinent, à savoir, mais nous, on est là, dans nos rues bien bitumées, ou quand il y a un trou, on n'est pas très content, mais la réalité, c'est qu'en dessous, il y a une vraie terre qui vibre, qui vit, et qui souffre ou pas. Tu l'as vécu, mais c'est vrai qu'on est déconnecté de cette nature dont on fait partie, quand même, c'est un peu le paradoxe. Alors, comment remettre ça au goût du jour, entre guillemets, pour le rendre accessible, joyeux, pertinent? Ouais, je pense que déjà on est dans un immense brouhaha. Il y a trop de bruit autour de nous. Il y a du bruit dans les océans, il y a du bruit sur Terre, il y a du bruit sur nos lieux de travail, dans nos rues, il y a du bruit dans l'espace. Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et je parle souvent de ce robinet informationnel qui coule en continu. Alors on va avoir une information réjouissante. Tiens, telle espèce animale, ben ça va mieux, on peut la retirer de la liste critique d'extinction. Ensuite, on va avoir une autre information qui va nous dire que ben tiens, finalement, c'est plus catastrophique à tel endroit. Et notre cerveau, en fait, il n'est pas équipé pour faire finalement une pause sur toutes ces informations et se dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense aussi que le terme écologie, maintenant est devenu un peu un terme fourre-tout, comme le terme biodiversité. Donc tout le monde s'en empare, mais finalement très peu de personnes peuvent l'expliquer en fait. L'écologie, c'est vraiment l'étude à la base des milieux, des êtres vivants qui sont présents dans ces milieux, comment ça fonctionne, les synergies, les forces, les menaces. C'est vraiment ça l'écologie. Et je pense que on est peut-être devenu aussi trop rationnel et on a oublié qu'on pouvait encore s'émerveiller en tant qu'adulte. Et Jean d'Ormesson, justement, je pense que pour le coup, il a essayé toute sa vie de rester un enfant et de pouvoir s'émerveiller et surtout de se souvenir ce que c'est l'émerveillement quand on est enfant. Et on a surtout, pour moi, besoin de remettre le nez dehors. Mais pas remettre le nez dehors lorsqu'on est en vacances ou dans des moments de loisirs. On a besoin d'être davantage dehors pour observer notre environnement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a cette injonction, les îlots de chaleur en ville, la ville qui se réchauffe. Et là, on doit rapidement, en urgence, faire de la place pour la nature, alors que nos villes ne sont depuis des décennies plus adaptées à la nature. Et je fais le parallèle avec les enfants. Les villes ne sont pas adaptées pour les enfants. Alors oui, on leur propose des parcs aménagés, mais on cantonne quand même les enfants sur ces espaces-là. Je pense que vraiment, on doit ralentir. C'est vraiment cette injonction à ralentir pour s'autoriser à mieux observer. Et il y a des choses qui se passent autour de nous. Et on l'a vu pendant le Covid, lorsqu'on devait remplir, ce n'était pas forcément le cas dans tous les pays, mais cette attestation qui nous autorisait à pouvoir circuler librement dans un rayon de 1 kilomètre. Mais on n'a jamais été autant dehors, autant en exploration de notre environnement. Et ce qui fait défaut maintenant, c'est que même nos enfants ne sont plus adaptés aux environnements
vu que les adultes ne sont pas à l'aise avec ces environnements. Donc, c'est vraiment remettre le nez dehors. Ah tiens, il y a un nid dans une haie. Enfin, ah tiens, bah, les tulipes sont ouvertes à cet endroit-là. Dans mon jardin, elles ne le sont pas encore. C'est, ouais, s'ouvrir à la beauté d'autre chose, en fait. Bah, merci de nous donner envie, en tout cas, de te suivre et de sortir de ces coulées de bitume. Soit dit en passant, la ville est adaptée à très peu de gens finalement, parce que entre les personnes qui sont en fauteuil, les mamans avec les poussettes, les cyclistes dont je fais partie, enfin, ça ne fonctionne quasi pour personne, hein, la ville. Donc, il serait temps de se dire, on pourrait en moins la penser autrement. Mais en attendant, toi, tu te décris comme une lobbyiste caméléon, j'adore. J'adore, et puis tu viens de parler de plein de choses de nature où je te suivais et je voyais la tulipe encore fermée ou ouverte, et donc ce caméléon qui passe un peu partout. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de cette adaptation? C'est vraiment essayer je pense qu'il y a un peu cette curiosité de se mettre à la place de l'autre. J'ai toujours beaucoup été intéressée par la sociologie, comprendre comment les organisations fonctionnent, toutes les organisations, comment les individus fonctionnent, pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Et donc, c'est vraiment cette curiosité d'aller vers l'autre. Et justement, dans mon métier, j'ai la possibilité de côtoyer des élus, des chercheurs, des gens du domaine médical, des enseignants, des éducateurs. Et puis, en fait, à leur contact, j'apprends sur eux. Et surtout, j'essaie de passer des messages. On sait que l'écologie génère de la friction. Il y a des personnes qui ne supportent plus d'entendre le mot écologie et je comprends. Je comprends également qu'on puisse taper sur un mouvement, voilà, qui en fait essaye de passer un message de détresse, hein, qui est mal entendu, mal formulé, des fois par maladresse, mais qui est néanmoins très important et qui ne s'adresse pas forcément à la majorité des personnes. Et je suis conscient que c'est aussi des problèmes de riches, qu'on se le dise, hein, de parler d'écologie et tout, il faut pouvoir se le permettre. Mais sur des personnes qui sont dans l'urgence de vivre, dans qu'est-ce que je vais mettre dans l'assiette de mes enfants, c'est des préoccupations qui restent éloignées, mais néanmoins, finalement, c'est les populations les plus fragiles, on le sait, qui vont le plus morfler, de par la qualité de l'alimentation, de la qualité de l'eau, la qualité de l'isolation des logements. On connaît toutes ces problématiques. Et donc, j'essaye de trouver la forme pour essayer d'éviter d'être davantage clivante. J'essaye de pas rajouter de l'huile sur le feu et de projeter les gens dans des exemples de choses qui fonctionnent, par exemple. Je sais, par exemple, le Luxembourg est très attentif à ce qui se passe du côté de Strasbourg et je suis née à Strasbourg et c'est ma ville de cœur et il y a des belles choses qui se font là-bas. C'est se dire que, tiens, les femmes enceintes à Strasbourg, elles ont la chance d'avoir des paniers de légumes gratuits parce qu'il y a une prise de conscience que c'est super important dans le ventre de la mère, que l'enfant ait déjà accès à une bonne alimentation. Donc c'est parler d'exemples, de choses qui se font également dans des petits villages et on voit que ça fonctionne. J'ai un exemple des villages qui ont complètement organisé les chemins de circulation à l'intérieur du village pour permettre finalement aux parents d'accompagner leurs enfants à vélo, à pied, de manière plus favorable à l'école le matin. Et ça, c'est génial lorsqu'on a un maire qui dit, ben tiens, notre priorité là tout de suite pour ce mandat, ben c'est de faire en sorte de désengorger le village, de faire en sorte que les mobilités douces soient faciles en fait d'accès. Donc c'est tous ces exemples-là, c'est un peu ouvrir le champ des possibles et comprendre un peu le mode de fonctionnement en fait des personnes. Pourquoi ça ne marche pas. Essayer de comprendre. Alors c'est un peu une démarche de sociologue, de scientifique, de maman engagée, il y a plein de choses. Et ce que je constate surtout, c'est que nous adultes, on essaie de se déculpabiliser en enseignant aux enfants comment bien recycler, comment bien trier, maintenant comment bien composter. Mais je pense que c'est vraiment pour nous rassurer et qu'il nous manque vraiment quelque chose, c'est cette idée de laisser infuser les enfants dans la nature. Alors, le paradoxe, c'est que j'ai grandi en appartement à Strasbourg, donc jusqu'à mes 17 ans. J'étais malheureuse comme tout en appartement.
Mais j'avais la chance les étés, 2 mois d'été, d'être à la campagne au vert, chez mes grands-parents. Il n'y avait pas de télévision, on n'avait pas encore l'eau chaude. Enfin, c'était vraiment, j'étais finie, que je devais m'occuper. Et je pense que ce sont ces moments-là où j'ai infusé dans la nature qui ont permis justement de faire ce cheminement. Mais je m'inquiète justement pour ces nouvelles générations qui sont déconnectées de la nature. Comment elles feront le parallèle entre recycler, mieux consommer, moins consommer et s'engager par rapport à la planète. Est-ce que d'après toi, il y a, puisque tu le disais, tu as affaire à différents publics, est-ce qu'il y a différents discours? Parce que quelque part, en t'écoutant, je me dis, tu es aussi le liant entre toutes ces personnes, toutes ces fonctions, que ce soit un enseignant ou un enfant, que ce soit un élu ou un citoyen. Mais est-ce que pour toi, il y a une manière d'aborder le sujet? Bon, j'enfonce certainement des portes ouvertes et évidemment, je ne sais bien qu'on ne s'intéresse pas de la même façon à un enfant de 12 ans qu'à un responsable de commune. Mais au-delà du vocabulaire à employer, il y a une attitude à avoir et c'est ça qui peut-être fait la différence. Et le lien, justement. Ouais, c'est tout à fait ça. Avec des enfants, par exemple, je vais avoir des t-shirts à message, j'aurai un pins, je vais faire des blagues, je vais mettre les enfants à l'aise. On va passer un bon moment ensemble et l'idée, ça sera d'emporter les enseignants avec. J'attends des enseignants un petit sourire, un petit quelque chose, un acquiescement de la tête. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire passer des messages et sur le terrain, j'ai aussi ça reste marginal, mais j'ai quelques enfants de 11-12 ans mais on pourra aller sur Mars ou, oh, mais avec la technologie, on arrivera à sauver la planète. Ça reste marginal, mais ça suit quand même un petit peu son chemin. Avec des élus, je vais essayer de détecter un petit peu tout ce qui est signaux faibles ou forts. Je vais voir jusqu'à où je peux aller avec eux. Je vais avoir un code vestimentaire beaucoup plus passe-partout, un peu le code vestimentaire de l'entreprise. Je soigne toujours mon vocabulaire également. Et voilà, et je questionne beaucoup. J'ai besoin de comprendre le contexte. Ce que je reçois comme feedback des élus, surtout, c'est l'aspect un peu délétère des réseaux sociaux, qui sont finalement un déversoir du mécontentement des habitants. Et ça peut justement brider justement l'action politique, l'action collective, et alors ça va être peut-être les mettre sur la piste de comment mieux appréhender les réseaux sociaux. Ça fait pas partie de mes attributions, transition écologique, etc. Mais je me dis, on leur a pas expliqué comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Peut-être qu'on peut aussi ne pas permettre les commentaires quand c'est une information froide. Voilà, il n'y a pas oui ou non, c'est bien ou c'est pas bien. C'est vraiment les mettre sur des pistes et apporter beaucoup de nuances. Mais ce qui me surprend souvent, c'est finalement l'écart d'éveil entre les personnes. Je me dis, des fois, ça me surprend. Et ce qui me surprend également beaucoup, c'est lorsque des personnes restent accrochées. Ah oui, depuis quelque temps, je commence à trier. Et là, je m'attends à ce qu'ils rajoutent quelque chose. Et non, mais j'ai envie de dire, c'est OK, c'est toujours mieux que rien, mais c'est vraiment, oui, c'est bien de recycler, mais pareil, ça nous rassure de recycler, ça nous désengage de la responsabilité des déchets qu'on génère, mais voilà, étape par étape, toujours. Quand je m'occupais de la communication de Ouni à Luxembourg, qui était une épicerie sans emballage, on avait toujours pour coutume de dire, et ça ne venait pas de nous évidemment, mais je pense que c'est une généralité qu'on pourrait se répéter à tous les niveaux, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Absolument. Bref, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément fait avancer les choses, mais justement, est-ce que tu te trouves de temps en temps confronté à de vraies résistances? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place éventuellement pour les contourner? Alors, heureusement, pas tant de résistance que ça, plus des questions challengeantes et j'évite à tout prix de tomber dans le piège du ping-pong. Ce que je vois des collègues, qu'elles soient écologues ou qu'elles soient dans des associations ou sur des imaginaires, s'imaginer dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Voilà, je sens qu'il y a un essoufflement. C'est clair, il y a urgence d'agir vite et fort. Ça, c'est indéniable.
Mais l'idée, c'est vraiment d'emporter le plus de personnes possible. Et j'ai tendance à dire, il faut essayer d'éviter de tomber dans ce piège de je compense parce que les autres ne font pas. Ouais, c'est vraiment rendre désirable et rendre intéressant ce phénomène-là. Et souvent, je rapporte, pour oublier la partie écologie, à l'aspect santé globale, en fait. Santé mentale, grande cause nationale 2025 en France, ça aussi, c'est un levier. Si nos enfants vont moins bien, c'est peut-être parce qu'ils sont trop à l'intérieur, ils grandissent à l'intérieur. Je vais pas que parler des réseaux sociaux, pas que des écrans, mais on a cette tendance aussi à vouloir occuper les enfants avec des jeux de société, avec du coloriage, etc. Mais laissons-les s'ennuyer. Et d'ailleurs, Christophe André, que j'aime beaucoup, il dit deux choses. Que finalement, les téléphones portables nous ont volé du temps personnel où finalement on apprenait à se comprendre et à se connaître. Et la deuxième chose qu'il dit sur justement les éco-anxieux, pour revenir au sujet de l'éco-anxieux, ce sont des lanceurs d'alerte. Et c'est pour ça qu'il y a cet intérêt aussi de dédramatiser. Je suis éco-anxieux, mais finalement je suis normal. Ce que je ressens, c'est normal. Mais il y a justement cette crainte de se dire, ouais, je vais quand même pas consulter quelqu'un pour me faire accompagner, j'ai pas de problème financier, je vis pas en Ukraine, mais si j'ai besoin de me faire accompagner, pourquoi pas? Pourquoi pas encore une fois, plutôt que de rester tout seul Et peut-être que ça nous mènera vers une action à laquelle on n'a pas pensé, comme toi, tu es parti de ta colère à la création d'un 2-3 nature. On peut imaginer que quelqu'un qui serait dans une situation d'éco-anxiété, mais favorablement et positivement accompagné, pourrait la transformer, la transmuter en quelque chose qui lui rendrait sa propre responsabilité, son pouvoir, et qui se sentirait, ou elle se sentirait, moins sous le feu ou sous le coup de l'angoisse. Oui, à son échelle, suivant ses capacités, ses ressources Voilà. du moment, c'est très important. C'est vraiment se dire, voilà, qu'est-ce que je fais déjà de bien? En fait, je pars là-dessus, qu'est-ce que je fais déjà de bien? Comment je peux aller plus loin? Et c'est pas cette idée de changer complètement de métier, de tout plaquer. On peut rester finalement éclaireur dans son entreprise, en fait, faire bouger les choses. Et je me souviens de mon ancienne expérience en entreprise, on m'appelait Madame Nature. Pourquoi on m'appelait Madame Nature? Alors j'essayais de comprendre, mais j'avais toujours une pomme qui traînait sur mon bureau. Souvent c'était une pomme que je mangeais même pas. Elle traînait et ils savaient qu'on avait un jardin, des poules, etc. Mais c'était ok qu'on m'appelle Madame Nature. En fait, il faut des Madame Nature, des Monsieur Nature partout. Exactement. Ah, et peut-être que ces messieurs, dames nature peuvent aller à l'encontre de l'image un peu négative aujourd'hui de l'écologie qui est souvent, oui, en tout cas par ses détracteurs associés à ces questions de fin d'abondance. Parfois on parle de marchand d'apocalypse, on se dit oh là là, mais en fait c'est impossible, il n'y a plus rien à faire. Et en même temps, t'en as d'autres qui peuvent se dire bon bah après moi le déluge, hein, donc ça ne me concerne pas. Entre les deux, mon cœur balance. Toi, comment est-ce que tu te positionnes et comment est-ce que on peut parler une nouvelle fois de ces thématiques d'une manière plus engageante, plus spontanée, plus légère, qui permettrait aussi là de temporiser certainement ces anxiétés? Ouais, je pense que c'est vraiment un sujet en fait. Il faut des boucs émissaires et les personnes qui rabâchent qu'il y a urgence, qu'il faut faire vite. On n'a pas envie d'entendre ce discours, on n'a pas envie d'entendre parler de limites planétaires, mais moi non plus, j'ai pas envie d'entendre ce discours. Je me trouve juste dans la position où j'ai ouvert la fenêtre et en fait j'ai vu, et là je me suis dit, ben je peux plus faire semblant. Encore une fois, c'est des cheminements qu'on fait à différents niveaux et à différentes vitesses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est vraiment se dire qu'est-ce que je peux faire pour penser finalement, pas que pour moi, je pense que cette quête du bonheur, cette recherche de développement personnel, d'atteindre vraiment des modèles de vie, en fait, ça nous a peut-être un petit peu coupé des autres aussi. Et on sait que dans la société, on est de plus en plus centré, le couple parental, les enfants. On est souvent éloigné des grands-parents, on vit plus en communauté comme avant, où on était dans une ville ou dans un village, où on avait les cousins, cousines à proximité. On voit également lors des grands rassemblements familiaux, c'est plus les mêmes tablés qu'à l'époque en fait.
Et on voit finalement ignorer le problème climatique, c'est la même chose que rejeter l'autre en fait. Quand on parle de submersion migratoire, moi je vois surtout une submersion en termes d'eau, d'inondation, je vois pas du tout la même chose. Mais il faut toujours trouver des boucs émissaires pour éviter de regarder finalement ce problème en face. Et tu vois, la société, ce American Way of Life à la sauce européenne, mais c'est quand même un import des États-Unis, hein. Le pavillon individuel, le double garage, tout est codifié. L'enclos, la fameuse clôture, hein, le titre de propriété, en fait, ça a aussi amené vers des imaginaires où on est plus dans l'envie, on se projette dans le confort matériel et en fait, toute cette crise écologique, ça remet en cause tous nos fondamentaux, en fait, tout notre paysage, tout notre environnement, la société de consommation, le modèle capitaliste, les différences de revenus entre les personnes. Il faudrait s'autoriser à pouvoir faire un reset et surtout, ce qui est important, c'est peut-être aussi de libérer aussi l'imaginaire de nos politiques, de voilà, leur dire qu'on peut aussi penser pour aller vers du mieux et je pense qu'on a besoin. Mais le pire pour un éco-anxieux, c'est de voir qu'il y a un pas en avant, deux pas en arrière. Je pense que c'est insupportable et encore plus pour les nouvelles générations, les jeunes, de voir qu'on n'est pas à la hauteur justement de tous ces dérèglements. Mais je suis convaincue que remettre de l'émerveillement, des choses simples dans nos vies, sans forcément être focus, il faudrait que je réduise forcément la viande, non, essayer d'être bienveillant avec vous-même. Mais c'est là où finalement le bon sens individuel, le bon sens pour sa famille a toute sa place. Il faut vraiment retrouver du bon sens et puis redonner de la place aussi à nos instincts. Là, je suis un peu stressée, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Finalement, c'est peut-être d'aller au jardin, de retourner un peu la terre, de planter des choses. Mais sans arrêt, dans mon jardin, je me pose ces questions. On a un endroit où c'est un tapis de pissenlit, donc j'ai cette injonction, il faut attendre le plus tard possible pour tondre, etc. Mais en même temps, il y a le voisinage. On sait également que si l'herbe est plus haute, ça va nécessiter aussi plus d'énergie, donc plus d'essence pour remettre à bonne taille. Donc c'est sans arrêt ces injonctions et puis c'est aussi s'autoriser de dire bon là je pense que c'est le moment pour moi de tondre, je vais laisser un endroit dans le jardin plus tranquille, j'y touche pas. Mais vraiment que chacun puisse faire à hauteur de ses possibilités et envie de le faire. Mais c'est sûr que pour tout changement de comportement, il faut qu'on puisse y trouver un intérêt santé, un intérêt bien-être, peu importe, mais pas que pour l'intérêt de la planète en fait. Comme tu le disais, on fait partie du vivant, on est un tout. Mais on a un Jean-Marie Pelt, ce botaniste, hein, ça fait déjà 10 ans qu'il est parti, et qui disait le problème de l'homme, c'est qu'il n'a pas inventé la nature. Très bien dit, très bien dit. Est-ce que dans ces perspectives, le collectif a quand même un rôle à jouer dans... Tu disais, il y a moins de communautés, c'est vrai, mais j'ai quand même, dans mon entourage proche ou lointain, cette sensation que ça revient sous des formes peut-être différentes, mais on se rend compte à quel point le fait de faire ensemble peut porter et peut justement alléger de nouveau ces charges mentales. Ouais, je pense que c'est un peu décloisonné en fait les personnes. Tu sais, on est des personnes de lien, donc on aime bien faire se rencontrer les personnes. Et je pense que vraiment c'est en mettant les personnes en réseau, en relation, tiens, on se retrouve face à des personnes qui ont d'autres points de vue. On est tous dans un entre-soi, dans un écosystème, et l'idée c'est vraiment de créer des porosités en fait, des vases communicants, pour que ça soit plus facile et qu'on fasse évoluer nos mentalités, nos points de vue. Et t'as raison, ça peut être l'occasion lorsque justement on est avec des amis et ils disent ah tiens tu pourrais bien t'entendre avec telle personne, après le repas pourquoi pas aller marcher ensemble dans la nature en fait pour poursuivre la conversation. On sait qu'on a trop mangé, éventuellement un peu trop bu. On a besoin d'être en mouvement pour aller bien et ça permet de dire ah tiens tu sais quel est le nom de cet oiseau, enfin de nous reconnecter de manière assez spontanée finalement à notre environnement. Tiens je savais pas qu'ils avaient construit un nouveau lotissement à tel endroit, ah tiens ouais c'est constater et être dehors en fait. Est-ce que le fait justement de créer des vases communicants, d'ouvrir ces
ces espaces, de recréer du lien, ça permettrait pas non plus de sortir des sortes de clivages qu'on nous Tout à sorte fait. sans cesse dans les discussions concernant l'écologie sur plein d'autres sujets, mais puisque là on Oui. parle d'écologie. Mais là, oui, je remarque un glissement peut-être depuis 6 mois. Je vais à la rencontre de personnes, des conférenciers ou des journalistes engagés et je sens que le discours se radicalise malheureusement et des fois je me mets à la place de ah tiens, Jean-Luc ou Jean-Marc à qui on a dit ah écoute, je vais à tel endroit, ça te dit de m'accompagner et ce Jean-Marc ou ce Jean-Luc qui se retrouve dans la fosse aux lions et qui se dit waouh, c'est directement pour moi les attaques. Là, j'ai moi-même une gêne en fait. Mais en même temps, je comprends les deux côtés en fait, cette radicalisation parce qu'il y a cette injonction à aller vraiment vite et il faut qu'on avance, et en même temps, ça dessert en fait. Et c'est vraiment trouver cet équilibre. Alors il y a tout ce qui est un peu mouvement des nouveaux récits. Oui, c'est bien parce que ça permet de nous poser, mais après, voilà, après une soirée où on a imaginé, on a passé un bon moment, on a besoin d'avoir une suite sur le terrain et je pense que en entreprise ou même dans le secteur public, on a besoin aussi de donner son avis, de peut-être d'être moins timide aussi et toujours d'être politique en fait, de savoir dire les choses sans heurter, en n'étant pas direct tu as fait ça. Non, en fait, j'ai constaté que à tel endroit ça fonctionne et pourtant ils étaient assez récalcitrants. Mais ceci les a fait changer d'avis. C'est vraiment toujours montrer que c'est possible ailleurs, en fait, comme des benchmarks, donner l'envie de progresser. Parce que si on est trop dans l'imaginaire, on va dire, ben, c'est pour les autres. Et on a besoin de concret. On a besoin de concret. On est dans une société aussi qui nous habitue à être clients de tout. On met des avis à tire-larigot. On arrive très facilement à s'engager et aussitôt se désengager. Et tu vois, je pense que même au niveau du milieu associatif, on dit souvent il y a une perte de vitesse. Je pense que même là, il faudrait un peu repenser le milieu associatif en autorisant finalement des personnes un peu volantes qui viennent en renfort, mais les autoriser à ne pas forcément être régulières dans l'année, mais permettre à ces profils un peu atypiques, un peu différents d'apporter des choses, mais de manière un peu plus libre. J'essaye aussi de comprendre ce qui s'est passé entre la génération de mes grands-parents et celle de mes parents. Donc il y a eu la société du tout plastique, l'opulence dans les supermarchés, les 30 glorieuses, enfin voilà. Et je me rends compte finalement que lorsqu'on va gratter un peu la génération des parents, c'est en fait la liberté de consommer, de choisir comme on a envie. C'est quelque chose qu'il est très difficile de retirer. Et je pense que ça, c'est justement la situation qu'on est en train de rencontrer, des personnes qui sont concernées par cette liberté acquise, qui ne supportent pas que les nouvelles générations leur disent attention, ça va empiéter sur votre liberté, il va falloir revoir votre vision de la liberté. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de friction et qu'on tire sur les agences de l'environnement. Elles sont inutiles, elles servent à rien, c'est trop d'administratifs, elles sont trop dépensières. Je pense qu'en fait, il y a quelques fissures dans le modèle et puis quand on a peur, on riposte. Et je pense vraiment qu'il y a un problème de vocabulaire, de génération. Et je te dirais même qu'avec des personnes qui ont 10 ans de moins, je trouve que très rapidement, on peut vite décrocher en fait de leur écosystème et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester curieux, à l'écoute et discuter aussi avec des personnes. Et il m'est arrivé une fois de me retrouver dans une soirée du MEDEF parce que je souhaitais voir un conférencier c'était une soirée très intéressante de côtoyer, aussi d'essayer de retirer certains clichés, préjugés que j'avais et oui, je pense que c'est pas tout blanc, pas tout noir, mais l'idée c'est effectivement d'essayer de davantage harmoniser tout ce petit monde. Alors on le sait, c'est pour les futures générations, les pays les plus vulnérables qu'on agit, parce que c'est eux qui vont être le plus impactés, et aussi pour le reste du vivant dont on dépend et dont notre alimentation dépend tellement en fait, notre façon de nous manger en fait. Notre système de santé, tout ça. Enfin, Oui, tout est imbriqué. tout est imbriqué.
Rien n'est isolé, de toute façon, on le sait très bien. C'est un système miraculeux qui s'appelle la vie. Ouais. Et on n'a pas toutes les clés, heureusement ou malheureusement. Tout à l'heure, tu as évoqué la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté vue par la génération dont tu parles ne serait pas devenue une prison? Parce que on nous dit qu'il y a beaucoup de fragilité mentale, mais est-ce qu'elle n'est pas non plus liée, cette fragilité mentale, à ce qu'on nous a mis devant le nez depuis des années, à savoir, pour être heureux, consomme, et Mm. puis le Oui, modèle est arrivé à sa fin, oui. parce qu'on sait très bien que ce n'est pas une réalité, et que finalement, on n'a peut-être pas pour ces générations ou ces personnes, parce que je pense que c'est pas qu'une question de génération, je pense que la question, elle, comme tu disais, elle vogue de l'une à l'autre, c'est plus une question de sensibilité peut-être, ce serait pas justement ça, de se dire, mais ok, oui, tu es libre de faire des choix, mais à force d'avoir tellement de choix, es-tu pas prisonnier de cet amoncellement Oui. où il faut que, tu as parlé des avis qu'on donne à tire-larigot, mais il n'y a pas que les avis, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux faire quelque chose, il n'y a pas une option, il y en a forcément 15. Et je pense que tu vois, la nouvelle génération est extra lucide et peut-être que nous, on a tendance à comparer comment c'était avant avec comment c'est maintenant. Et nous, on savait qu'il y avait un problème écologique qui allait venir. Il est arrivé, on n'y croyait pas à 100%. On s'autorisait à espérer que c'était peut-être un peu exagéré, qu'il y aurait des revirements de situation. Mais on a tendance vraiment nous à faire le deuil finalement d'une époque plus insouciante et les nouvelles générations ils grandissent déjà avec cette existence-là. Mais on retrouve ça aussi dans les pays en conflit où la jeunesse est beaucoup plus résiliente. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, bah, tu l'as vu comme moi, dans les grandes écoles qui, dans leur discours de fin d'études, et ben en fait, ils font des discours assez vibrants et ils n'essayent même pas de tenter une expérience dans les entreprises. Ils choisissent directement de souvent créer leur métier, hein, de créer des collectifs, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je pense que l'entrepreneuriat est une forme de voie d'émancipation finalement d'un système en fait. C'est une façon de rester dans le système et de s'en émanciper. Encore une fois, je pense que c'est le silence des adultes qui est renvoyé et je pense que aussi dans les familles, lorsque ce sont des sujets un peu à friction, ben c'est peut-être que on souhaiterait que ses parents aient une posture beaucoup plus engagée. Mais dans chaque famille, c'est différent. Mais c'est aussi des fois les jeunes dans les familles qui font bouger les parents qui peuvent également être chefs d'entreprise, en disant non mais papa là tu peux plus du tout, c'est abusé là, non. Et on voit que les problématiques de recrutement, c'est vraiment quelles sont les valeurs de l'entreprise, quel est l'impact de l'entreprise à travers ses services et ses produits. Ça, c'est vraiment un sujet. C'est pas que le salaire, les avantages, les chèques repas. Il y a vraiment une réalité d'investissement des salariés de tout âge, d'aller vers du mieux, d'aligner sa vie professionnelle par rapport à. Et c'est pour ça que en coup de gueule ou du podcast ou pas, on voit le phénomène de greenwashing, hein, to hush, se taire, où maintenant on a des entreprises qui revoient leur copie. Elles ne revoient pas leur engagement écologique, mais elles décident de communiquer de manière un peu plus discrète sur ces sujets-là. Mais c'est une forme d'autocensure. Et c'est là où on se dit, mais où on va en fait? Quel est le symptôme de ce revirement? Et je pense qu'il faut vraiment rentrer en résistance et se dire que par rapport aux 4 millions d'éco-anxieux, que ce soit en France ou même au Luxembourg, quel est l'effet de ces entreprises qui se font plus discrètes sur les questions écologiques, avec des salariés déjà eux-mêmes éco-anxieux, qui sont en attente par rapport aux valeurs de l'entreprise? C'est pas un bon signal à donner, donc restons engagés en fait, parce qu'on a besoin. Eh ben merci, ça me permet de faire une belle transition vers ma prochaine question, parce que comme je te l'avais dit, comme chacun le sait, j'aime bien aussi qu'on puisse proposer aux gens qui nous écoutent de leur donner une piste ou l'autre. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui ont envie, qui voudraient prendre la parole sur ces sujets aussi sensibles, aussi touchy, comme on dit, et qui n'osent pas? Bah, je dirais que la situation est
inédite. On assiste à une crise du vivant et une crise de l'humanité, hein. Et que lorsque on est engagé, qu'on a une parole engageante, il faut la saisir. Et puis Stéphane Hessel qui disait indignez-vous. On a besoin de nous indigner lorsqu'on sent qu'on va pas dans la bonne voie. Je pense que c'est faire preuve de courage. Et tu vois, il y a des petits marqueurs comme ça dans des cabinets de recrutement. Maintenant, ils interrogent les candidats. Quelle a été votre enfance pour voir s'ils étaient dehors? Parce que qui dit dehors, c'est créativité, agilité, courage en fait. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut prôner. Mais ne pas hésiter si on a une belle plume d'écrire. Il y a beaucoup de sites internet qui permettent justement à des particuliers d'écrire des articles, de se rapprocher d'associations également, de pourquoi pas monter sa propre association, se rapprocher des personnes qui pensent comme nous, on se sent moins seul, mais également avoir cette facilité aussi à ressortir de toujours cet entre-soi, surtout pas rester que entre éco-anxieux. Allez voir, je dis souvent, j'aurais tendance à arrêter de parler avec le voisinage parce que j'ai plein de signes qui me disent ils pensent pas comme nous. Et puis non, il faut continuer à parler avec eux parce que c'est ce qui nous permet de rester en fait en lien global. Et à partir du moment où on perd cette communication, on n'avancera plus dans la bonne direction. Donc ça, c'est un point d'honneur. Alors, je te laisse le champ libre pour terminer en nous donnant ton éclat de voix du moment. Alors, mon éclat de voix, il y en a plusieurs, hein. Il y a par exemple Marc-André Selos du Muséum d'Histoire Naturelle, hein. Il écrit des posts engagés, un peu abrasifs, et il est aussi présent sur différents podcasts. Et je l'ai vu en conférence il y a pas longtemps à Metz, et je suis sortie avec un mal de crâne. Je me sentais pas bien. Il avait une autre démarche, une autre vision de l'écologie. Et je pense qu'on a besoin vraiment de s'ouvrir à d'autres points de vue pour éviter de rester dans une case. Et oui, allez creuser la partie Marc-André Selos qui connaît les écosystèmes, le vivant, les insectes et pas que. Et qui navigue dans différents milieux avec des élus, des politiques, etc. Il a une grosse expérience et voilà, ça change un petit peu de ce qu'on entend en termes d'injonction et je pense que ça peut être intéressant pour avoir d'autres clés de lecture. Merci beaucoup. On mettra ça en lien dans les notes de l'épisode, enfin toutes les références que tu as citées de toute façon au cours de l'épisode. Un immense merci, Florence, de nous avoir embarqués dans ta quête du mieux écologique, mais qu'on sent vraiment sincère, on sent vraiment que c'est quelque chose, quand on t'entend dire « Allez au jardin, on y va avec toi », c'était très bucolique comme podcast, malgré la difficulté de parler de ces sujets et peut-être aussi de la réalité quand même. Merci Anne-Claire, j'ai passé un chouette moment et je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Moralité de cet épisode avec Florence, l'écologie n'est pas une punition. C'est retrouver du bon sens, de l'émerveillement, du collectif. Deuxième moralité, si j'en veux, j'en mets 2, parce que éclat de voix, 2 ans. Non mais voilà, c'est une idée. On n'est pas obligé de tout plaquer pour sauver la planète. Soyons des éclaireurs là où nous sommes, là où nous en sommes. Et alors, vos missions, puisque vous les acceptez, sortez. Non, vraiment, sortez. Regardez l'arbre devant lequel vous passez tous les jours en le saluant, en lui accordant de l'attention. Vous savez, celle qui nous fait défaut et que les réseaux sociaux nous accaparent. Observez si les petites fleurs de votre rue sont ouvertes. Laissez-vous caresser par le vent. Ouais, ça souffle plutôt pas mal en ce moment. Ou vous faire mouiller par la pluie. Au Luxembourg, c'est assez facile, hein. Si, je vous assure. Bon, plutôt que d'éviter d'être mouillé. Et puis, planter quelque chose. Une graine, une idée. Et puis ensuite, pour poursuivre cette exploration, activer une connexion profonde entre corps, nature et expression, j'ai une invitation spéciale pour vous. Cet été, rejoignez-moi avec Silvia Sestarelli pour une retraite exceptionnelle yoga écriture créative au cœur de cette magnifique Drôme provençale à l'auberge Salam. 6 jours.
pour réapprendre à prendre la parole avec confiance en puisant dans la sagesse de votre corps. Yoga, écriture, créativité, marche ou vélo, puis du temps pour soi aussi, ça a tous les ingrédients réunis pour que votre corps devienne votre plus grand outil d'expression. Un super panier surprise. Non, il n'y a pas qu'à manger dedans, non. D'une valeur de 150 € vous attend pour toute réservation. Allez, on prolonge. Avant le 15 juin. Vous pourrez retrouver tous les détails sur anne-claire-delval.com et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, comme toujours, puisque ce podcast vous plaît, pensez à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à lui rédiger une douce note d'amour, à le partager, à me taguer sur les réseaux sociaux. Prenez la parole et diffusez l'esprit d'éclat de voix. Je suis pas mal aussi, en version prêcheuse, non ? Bon, et pour les 15 prochains jours, je vous souhaite des éclats de voix. Lucides, évidemment. Oui, vous m'attendiez au tournant, mais je peux pas m'en empêcher, ça me fait marrer.